Donc nous allons voir maintenant le développement de la moelle épinière. Nous allons rappeler d'abord le stade où on a laissé le tube neural avec son extrémité crâniale qui est la vésicule encéphalique et sa partie caudale qui est en fait la future moelle épinière. Donc on va s'intéresser à cette partie-là qui va se développer pour nous donner la moelle épinière. Sur la coupe qu'on a faite l'autre fois aussi, on retrouve voilà, une coupe transversale du tube neural au niveau de la moelle épinière. On retrouve un tube avec un canal central, ou une cavité centrale. Cette cavité possède un toit, un plancher et deux parois latérales qui sont divisées en deux grandes parties. Une partie dorsale qui est sensitive, qui comporte la somatosensibilité, ça veut dire les corps cellulaires de la somatosensibilité. C'est la plaque alaire. Et aussi la viscérosensibilité qui se trouve du même côté. Voilà. Donc voilà la viscérosensibilité. Et voici la somatosensibilité qui occupe la partie dorsale du tube neural. Par en bas maintenant, ventralement, on retrouve donc la somatomotricité. Donc tout ce qui est somatique et périphérique à ce niveau-là. On voit qu'à un certain niveau, ça va changer. Mais au niveau de la moelle épinière, c'est la disposition initiale primitive. Et on peut distinguer clairement tout ce qui est viscéral de ce qui est somatique et ce qui est sensitif de ce qui est moteur. Voilà. Donc, nous avons le canal central qui est là. Donc, ça, c'est le canal central. Ce canal central, il est bordé par un épithélium de bordure que je mets ici en mauve, qu'on appelle ça la membrane épendymère. Donc voilà, la membrane épendymère. Voilà. Et qui présente ce sillon-là qui sépare le côté dorsal du côté ventral. Le côté où il reçoit de l'information, donc côté d'afférence, et le côté d'efférence, donc afférence et efférence, sensibilité et motricité. Et donc à partir de là, on va voir l'évolution de chaque segment du tube neural à part, et à commencer par la moelle épinière, où on n'a pas franchement un grand changement de la disposition, sauf que la substance grise va se développer de façon centripète, donc elle va se développer vers le dedans, ce qui fait que le canal central va se réduire davantage et finir par n'être représenté que par un petit canal, un petit pertuis à lumière quasi inexistante, on appelle ça donc une lumière virtuelle. Alors qu'en périphérie se dépose la substance blanche qui est faite par les axones de ces neurones qui vont remonter et descendre dans la moelle épinière. Et de ce fait-là, on va voir un élargissement de la moelle épinière avec les deux régions, à savoir le toit et le plancher qui vont rester minces, les plus minces, disons. Un canal central que je schématise par sa couleur de bordure qui se réduit. Ensuite, on va voir la substance grise formée par la plaque alaire, donc formée par la somatosensibilité dorsalement. Voilà. Et la somatomotricité ventralement. Voilà. Ensuite, on va voir donc, la motricité viscérale et la sensibilité viscérale qui va l'accompagner. Donc finalement, on va voir trois pôles à ce niveau-là. Un pôle dorsal, un pôle ventral et un pôle latéral. Alors, le toit va s'amincir davantage. Donc il s'amincit davantage.
il va s'invaginer complètement à l'intérieur de la moelle épinière et ne sera représenté uniquement que par un petit sillon en arrière qui va donner accès à ce toit qui est très profond mais fermé. Alors qu'en bas, on va voir que ça va aussi s'approfondir davantage, mais il reste quand même béant, ouvert. Et finalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette disposition finale de la moelle épinière avec ce sillon dorsal, cet aspect un peu large en avant plus qu'en arrière, et 3 cornes qui vont représenter cette moelle épinière. Donc une corne dorsale pour la somatosensibilité, une corne ventrale plus garnie pour la somatomotricité. Voilà. Voilà. Et une corne latérale pour tout ce qui est viscéral, aussi bien en sensibilité qu'en motricité. Donc, ce qui nous donne en effet l'aspect final de la moelle épinière. Et tout à fait au centre, on a cet aspect de canal, un petit canal qui est à lumière virtuelle, quasi fermée, qu'on appelle ça le canal de l'épendyme. Avec maintenant une corne dorsale pour la somatosensibilité, une corne ventrale pour la somatomotricité et une corne latérale pour tout ce qui est viscéral. Donc, somato plus viscéraux, sensibilité et motricité. Donc, sensibilité plus motricité, viscérale. Et voilà, on aura la disposition définitive de la moelle épinière avec ce tube neural et cette transformation quasi minime à ce niveau-là. Alors, si vous voulez, on va schématiser un aspect final de la moelle épinière. Voilà. Avec un sillon ventral plus ouvert. Voilà. Un sillon dorsal qui est plus profond. Et l'aspect final de la séance grise dans la moelle épinière qui en forme d'aile de papillon. Voilà. Avec le corne dorsale, corne ventrale et la corne latérale qui n'est pas présente partout, mais dans une certaine région qui est beaucoup plus prononcée que d'autres régions. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la disposition définitive. Bien sûr, on n'oublie pas ce canal central qui est important, on verra, dans certaines pathologies, il peut intervenir et constituer une entité pathologique à part. Puisque la moelle épinière est l'élément du système nerveux central qui est le plus en contact avec les organes périphériques, on va voir ce qui va se passer lors de son développement dans son entourage. Donc pour cela, je reprends une coupe que vous connaissez déjà, une coupe transversale d'un embryon de 3 semaines avec l'ectoblaste, l'amnios, côté dorsal, le tube neural qui s'est maintenant isolé complètement, voilà, le canal central de son canal central, avec aussi les crêtes neurales qui vont donner entre autres les ganglions paravertébraux, le canal, plutôt la corde dorsale, un élément important, on a vu l'importance, son importance pour le développement du système nerveux central. Ensuite, l'entoblaste, 3e couche profonde, qui va être à l'origine de l'ensemble des organes creux, notamment tube digestif, système respiratoire, etc.
Et aussi le mésoblaste. Le mésoblaste qui était une masse unique, qui s'est divisée en 3 parties. D'abord, un mésoblaste paraxial, qui va donner le squelette, avec les os, les muscles, etc. Donc voilà le mésoblaste paraxial. Le mésoblaste intermédiaire, qui est à l'origine du système urogénital, et le mésoblaste latéral, qui va se diviser en 2 lames. Une lame qui va suivre donc, l'amnios, et une deuxième lame qui va suivre plutôt la cavité ou bien la vésicule vitéline. Et de ce fait-là, on va voir donc 2 lames qui vont constituer le somatopleure somatique et le splanchnopleur qui est splanchnique, qui est viscéral. Du fait que, à la 4e semaine, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une délimitation latérale de l'embryon aussi. Donc, on va voir cette partie-là qui va couvrir complètement l'embryon. Alors que l'entoblaste et aussi la vésicule vitéline va être complètement intégrée à l'intérieur de l'embryon. Alors, jusqu'à maintenant, on va s'intéresser sur au mésoblaste paraxial qui va recevoir une innervation directe du tube neural. En effet, lorsqu'on fait une coupe bien vue latérale d'un embryon, donc voilà un embryon, après la délimitation, après la 4e semaine, voilà, avec la moelle épinière qui va occuper la totalité de son canal dorsal, et à côté de laquelle on retrouve cette masse, le long de la moelle, cette masse faite par le mésoblaste paraxial. Alors cette masse-là va se diviser en des petits amas, des petits groupements, si vous voulez, de masse, qu'on appelle ça des somites. On a 42 à 44 somites en tout. Et donc elle va longer complètement la moelle épinière. Etc. Et comme on l'a dit, chaque somite va recevoir une innervation de la part de la moelle épinière. Soit une innervation sensitive, soit motrice. Je reviens maintenant à ce schéma pour vous dire que ce somite, ce mésoblaste paraxial, va se diviser en 3 composants, 3 parties. Une partie médiale, une partie intermédiaire et une partie latérale. Cette partie médiale qu'on va constituer ce qu'on appelle un sclérotome, qui va être à l'origine des os tout d'abord du squelette axial, notamment les vertèbres, le corps vertébral, qui va s'organiser autour de cette corde dorsale, qui ne va persister que le nucleus pulposus entre les vertèbres du disque intervertébral, et aussi les os du reste des membres et du tronc aussi. Deuxième couche, donc ça c'est le sclérotome. Ensuite, c'est le myotome, qui va être à l'origine bien sûr des muscles. Et finalement, le dermatome, qui va être à l'origine du derme, qui va être couvert par l'épiderme provenant de la paroi, d'enroulement, bien de délimitation par l'ectoblaste, qui va donner l'ectoderme, tout à fait. Donc l'épiderme. Alors ce dermatome, que vous voyez ici là, en fait, qui provient des somites, il va évoluer en des bandes qui va couvrir le corps. Voilà, des bandes qui vont couvrir le corps. Et comme vous le voyez ici, chaque bande sera innervée par un nerf particulier. Et rappelez-vous ce qu'on a maintenant. On a un aspect métamérique de ce corps-là. Donc, comme si le corps est divisé selon les somites, en des tranches de moelle épinière. Chaque tranche de moelle épinière prend en charge un somite. Et chaque somite a des dérivés. Là, par exemple, on prend le dérivé le plus couramment utilisé maintenant en clinique, c'est le dermatome. C'est-à-dire que notre corps il est divisé en des tranches, en des dermatomes, sous la peau, qui vont assurer la sensibilité de la peau. Et donc, à ce niveau-là,
on peut déjà dire que ce dermatome correspond à telle tranche de moelle épinière. Et dès maintenant, j'annonce la couleur, c'est ce qu'on appelle une innervation radiculaire. Donc chaque racine, chaque nerf a un territoire, un dermatome qui va innerver, qui va assurer une innervation. Alors, maintenant, concernant ces délimitations, comment ça va se faire? Donc voilà le côté dorsal et axial de la moelle épinière. Voilà aussi la délimitation qui commence à être faite. Voilà. Si vous voulez, je mettrai comme ça aussi. Montrer qu'on est encore au stade de cavité amniotique. Le tube neural. Voilà. Avec les ganglions, avec les crêtes neurales de part et d'autre. Ensuite, on a l'ontoblaste. L'ontoblaste qui commence à se délimiter pour former le tube digestif et les autres organes creux. Et aussi, on va voir, donc on l'a vu ici, on a la double tutelle, avec splanchnopleure, mésoblaste splanchnopleure, et donc le splanchnopleure qui va accompagner donc l'ontoblaste, et le somatopleure qui va accompagner les parois somatiques. Voilà. Et là aussi, le splanchnopleure possède aussi une innervation provenant de la partie viscérale tube neural. Et à ce niveau-là, il va en fait descendre de haut vers le bas, du crânien vers le caudal, pour envahir complètement le tube digestif, par exemple. Un autre élément important aussi, c'est que, vous voyez au départ, la moelle épinière occupait la totalité du canal vertébral. Ce canal vertébral est formé par le rachis, donc les vertèbres. Les vertèbres en partie sont formées par le corps vertébral provenant des somites, alors que la partie dorsale, elle est faite par une ossification endomembraneuse qui va constituer l'arc neural par en arrière. Donc comme ça, on aura les deux composantes, deux parties de la vertèbre et donc du canal vertébral qui contient la moelle épinière. Alors, comme vous voyez ici là, chaque nerf, chaque tranche de moelle a juste en face son somite. Or, le développement maintenant de l'embryon lui-même va être plus rapidement en fait que le développement de la moelle épinière. Autrement dit, on va voir un dos qui va grandir de façon beaucoup plus importante que la moelle épinière. Et qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir l'impression ou bien l'aspect d'un... Donc voilà le dos de l'embryon qui a grandi, alors que la moelle épinière ne peut pas grandir de façon parallèle. Et de ce fait-là, il va s'arrêter maintenant à un certain niveau du rachis. C'est comme si la moelle épinière s'est rétrécie. Mais sinon, c'est un développement, c'est une évolution qui est différentielle entre un embryon qui évolue de façon beaucoup plus importante que la moelle épinière, et de ce fait-là, on a l'impression que la moelle épinière s'est raccourcie. Conséquence, c'est qu'elle a déjà engagé des nerfs dans les somites, qui sont sortis par les foramen intervertébraux, et ne pas, bien sûr, rebrousser chemin. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, on a les somites, cervicaux par exemple, un occipitaux et cervicaux, etc. Les somites commencent à descendre aussi, etc. Donc là, au niveau cervical et au niveau haut, on va voir des nerfs qui sont horizontaux, directement, on va voir les somites, et puisqu'on descend vers le bas, plus que la moelle a besoin, bien le nerf plutôt, va s'incliner pour rejoindre le somite et donc l'orifice correspondant pour sortir du canal vertébral. Finalement, qu'est-ce qu'on a? On a une moelle épinière qui s'arrête à un certain niveau et le reste, c'est uniquement des nerfs qui vont continuer leur trajet dans le canal vertébral pour rejoindre le somite ou bien les dérivés du somite correspondants. Alors, faisons ça. C'est un schéma de face, avec moelle épinière qui va se terminer. Voilà. Et au-dessous de la moelle épinière, on retrouve encore des nerfs qui descendent
vers le bas. Ça nous explique l'apparition et la formation de ce qu'on appelle la queue de cheval. Et cette queue de cheval, elle est centrée par une enveloppe qui existe dès le départ, qui va accompagner le système nerveux central, qui est l'apimère, qui va encore attacher la moelle épinière au fond du canal. Donc voilà cette membrane-là qui va attacher la moelle épinière au fond du canal, ce canal-là, qui est là. Et comme ça, on va voir l'apparition de cette queue de cheval. Qui apparaît.